Merci Alizé pour l'introduction et désolé pour le petit souci technique, ça peut arriver. Donc bonjour à tous, je suis Joanny Boutet, je suis responsable de l'équipe de réponse sur incident de Telindus, le Telindus CSIRT. Donc durant les prochaines minutes, on va vous présenter un retour d'expérience sur les investigations qu'on a pu mener récemment. Donc on va vous partager nos observations et les leçons qu'on a pu tirer de ces incidents. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette slide, il y a eu de nombreuses vulnérabilités qui ont été rendues publiques ces derniers mois, ces dernières années. Si je vous parle de Sunburst, si je vous parle de Proxylogon, ça vous évoque probablement quelque chose. Vous avez probablement travaillé dessus pendant des jours, pendant quelques semaines, comme on a pu le faire récemment. En ce moment, on a l'impression que chaque semaine, il peut avoir une vulnérabilité critique qui est rendue publique. Donc, on a par exemple le cas hier, en fait, en préparant les slides, parce que pour être honnête avec vous, j'ai eu un peu de difficulté à faire la slide parce que j'avais pas assez de place au niveau de la slide pour mettre toutes les vulnérabilités que je voulais mettre. Il y a tellement de vulnérabilités critiques qui ont été rendues publiques. Hier, par exemple, il y a la vulnérabilité sur Pulse Secure qui a été rendue publique. Donc, pour les personnes qui ont du Pulse Secure, petit message, hein, si donc vous avez du Pulse Secure, sachez qu'il y a une vulnérabilité donc qui permet de faire de l'exécution de code à distance, qui a été rendue publique hier. Il y a pas en fait de patch pour le moment, mais il y a la possibilité de désactiver certaines fonctionnalités au niveau du Pulse Secure pour se protéger de ces vulnérabilités. Il n'y a pas encore de code d'exploit disponible pour exploiter cette vulnérabilité. Cependant, FireEye Mendiant a détecté en fait des exploitations de ces vulnérabilités in the wild, comme on dit. Et il y a aussi en fait des vulnérabilités SonicWall Email Security qui ont été divulguées récemment. Donc, comme vous pouvez le voir, on n'a pas trop le temps de s'ennuyer entre ces vulnérabilités qui sont émises chaque semaine et les autres incidents de sécurité sur lesquels on est amené à travailler. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer, quoi. Donc, comme on peut voir, en fait, on a vu en fait une évolution au niveau du nombre des vulnérabilités. C'est étroitement lié en fait à la période de pandémie qu'on vit actuellement. Les attaquants en fait se sont orientés vers les systèmes qui permettent de faire du télétravail, typiquement tout ce qui est passerelle SSL VPN. On voit qu'il y a eu beaucoup de vulnérabilités qui ont été trouvées sur ces systèmes. On voit donc que les attaquants se collent vraiment à l'actualité et qui ciblent aussi particulièrement les entités donc qui font les entités de santé publique et les entités qui travaillent aussi dans la recherche pour le Covid-19. Donc pendant la même période, on a vu une augmentation du nombre de ransomware. Donc là, comme on peut le voir sur le graphe, donc en bas à gauche, on voit une augmentation sensible en fait du nombre de ransomware, une augmentation constante encore actuellement. On voit qu'il y a de plus en plus de ransomware. Malgré tout, il y a eu aussi donc un shift, on va dire, au niveau du mode opératoire des attaquants. On était dans un mode d'exploitation des vulnérabilités, mode limite automatique, hein, déploiement de ransomware, chiffrement des données sur le système d'information du client et demande de rançon. Maintenant, on est parti sur un mode beaucoup plus minutieux, j'ai envie de dire, au niveau de l'attaque. Bon, c'est-à-dire que les attaquants maintenant ils vont prendre le temps en fait d'exploiter la vulnérabilité. Ils vont faire de la reconnaissance sur les systèmes des clients. Ils vont implémenter des systèmes de persistance pour maintenir l'accès sur les systèmes. Ils vont regarder un petit peu, évaluer la criticité des données disponibles. Ils vont exfiltrer les données. Ils vont ensuite, seulement par la suite en fait, mettre la charge active en fait du ransomware pour chiffrer les données. Et après demander une rançon et menacer la victime de divulguer ces informations-là sur le dark web. Il y a même des situations où les données sont mises en vente en fait sur le dark web. Et ça, on a eu le cas déjà pour plusieurs clients. Donc, dans les prochaines slides, on va vous présenter un retour d'expérience sur la gestion des vulnérabilités Exchange. Donc, les vulnérabilités de début mars, hein, pas les dernières, hein, parce que bon, comme vous voyez, ça évolue super vite. Entre-temps, il y en a eu d'autres. Donc, sur la vulnérabilité de mars de cette année, donc liées à Afnium. Donc, François-Jérôme Daniel va vous expliquer en fait les vulnérabilités et leurs impacts, et Anthony Riccioni va vous expliquer en fait les différentes situations qu'on a pu rencontrer et les leçons qu'on a apprises suite à ces investigations. Bonjour.
Bonjour à tous. Comme l'a expliqué Joanie, je vais vous détailler un peu les incidents qu'on a pu rencontrer le mois dernier. Euh, ces incidents sont liés. Joanie? Oui, juste un petit problème technique. Ces incidents sont liés aux vulnérabilités Microsoft qui ont été publiées le 2 mars dernier. Donc, au niveau de la timeline de cette attaque, le 10 décembre dernier, un chercheur de la société de sécurité DevCore a découvert une vulnérabilité sur Microsoft Exchange qui a été nommée ProxyLogon. Pourquoi ProxyLogon? Puisqu'elle s'attaque à l'architecture du proxy de l'Exchange et également au contournement du mécanisme d'authentification. Donc, ce chercheur a remonté l'information à Microsoft. 20 jours plus tard, il a découvert une autre vulnérabilité qui, cette fois-ci, une fois authentifiée, permettait d'écrire sur le système vulnérable. Donc après, les équipes Microsoft ont travaillé sur ces différentes vulnérabilités. Le 3 janvier, une autre équipe de sécurité a découvert que le serveur Exchange de son client avait été attaqué et avait été compromis. Mais il n'y avait aucune vulnérabilité connue à ce moment-là qui expliquait cette exploitation. Et par la suite, on a même appris que les différents services de sécurité gouvernementaux américains avaient trouvé des traces d'exploitation de ces vulnérabilités en septembre, ce qui sous-entendrait que d'autres groupes avaient pu trouver la vulnérabilité en plus de l'équipe de DevCore. Et donc le 2 mars, Microsoft a publié un patch qui permettait de justement éviter que le serveur Exchange soit compromis. Malheureusement, l'installation de ce patch n'était pas suffisant puisque même si on installait le patch, notre serveur avait pu être compromis au préalable. Au niveau de cette attaque, on a entendu, il y a un nom qui est souvent revenu, c'est Hafnium. Hafnium, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de type APT, donc pour Advanced Persistent Threat, qui est a priori lié au gouvernement chinois. Cette attribution a été faite par l'équipe de Threat Intelligence de Microsoft. Ce groupe a donc utilisé les différentes vulnérabilités de Microsoft Exchange pour compromettre des systèmes et comme le but d'un groupe de type APT, c'est de rester longtemps dans le système pour pouvoir exfiltrer sur la durée sans se faire détecter des informations. Ce qu'ils ont pu faire en implémentant des backdoors, ils ont pu compromettre des informations confidentielles, notamment via les mails. Et ils ont utilisé au niveau de leur attaque ce qu'on appelle un China Chopper Web Shell. On verra dans le slide suivant en quoi consiste un Web Shell. Et donc cette attribution a pu être faite par l'équipe de Microsoft en analysant les techniques qui avaient été utilisées, puisque ce groupe avait déjà exploité d'autres vulnérabilités par le passé. Et ils ont réutilisé certaines techniques dans l'exploitation de cette vulnérabilité. Donc, pour expliquer de manière assez simple le fonctionnement de la vulnérabilité, un attaquant allait envoyer des requêtes spécifiques à la partie web du serveur Exchange, donc l'OA pour Outlook Web Access, qui est généralement utilisé dans de nombreuses sociétés pour pouvoir permettre à leurs collaborateurs d'accéder à leurs mails partout dans le monde, que ce soit depuis leur ordinateur corporate ou alors depuis leur téléphone ou d'un ordinateur tiers. Et donc, ces systèmes sont très répandus, ce qui fait que l'attaque a été très critique pour les différentes sociétés. Donc, les attaquants envoyaient des requêtes spécifiques à ce système qui permettaient, comme je le disais préalablement, d'écrire sur le système un fichier de type avec une extension SPX. C'est des fichiers qui permettent d'afficher du contenu web sur les serveurs Microsoft. Et donc, ce fichier, une fois que l'attaquant envoyait un formulaire
sur cette page web permettait d'exécuter des commandes sur le système vulnérable. Et en plus, au niveau de ce système vulnérable, c'est que le service qui était vulnérable était lancé en tant que système, avec les droits système. Vous m'entendez? Comment les équipes de Telindus ont réagi, et notamment le CISOR de Telindus? Dans un premier temps, on a essayé de récupérer un maximum d'informations, comme on le fait de la veille constante sur l'attaque. Malheureusement, Microsoft, lors de la publication du patch, ne donnait pas de détails sur la vulnérabilité, mis à part la criticité de la vulnérabilité et le fait qu'elle puisse exécuter du code sur le système. Donc, d'une part, on a dû aller récupérer ces informations, et d'autre part, on a commencé à communiquer, que ce soit en interne auprès des différents services, pour effectivement que nos clients qui étaient hébergés chez nous puissent être patchés le plus rapidement possible, mais également d'avoir une communication de manière proactive pour contacter l'ensemble de nos clients, même ceux qui ne sont pas hébergés chez nous, pour pouvoir leur permettre, enfin leur indiquer qu'il fallait effectivement patcher, et également de vérifier que leur système n'avait pas été compromis préalablement, puisque comme je vous le disais, il y a eu des traces d'exploitation avant la publication du patch de Microsoft. Donc dans ce cadre-là, nous, on a, après avoir fait différentes recherches avec les éléments que Microsoft nous fournissait, les scripts que Microsoft a pu fournir, puis nous, de notre propre expérience, on a développé également des scripts qui allaient permettre de rechercher des traces de compromission sur les systèmes Microsoft Exchange. On a proposé du coup à nos différents clients d'aller vérifier si dans les logs on ne voyait pas des traces d'exploitation de cette vulnérabilité, afin d'une part de rassurer les clients si jamais effectivement ils n'avaient pas été compromis, et d'autre part, on le verra par la suite, si jamais il y avait des compromissions, dans ce cas-là, on leur proposait d'aller plus loin pour voir ce qu'avaient fait les attaquants. Et un des points qui a été important dans cette vulnérabilité, ça a été aussi la communication entre les différents CERT, et notamment les communications avec les CERT gouvernementaux, que ce soit le GovCERT ou le Circle, qui ont recherché les systèmes qui étaient vulnérables au Luxembourg et les systèmes qui étaient compromis, et qui ont communiqué avec les différents CERT la liste des serveurs hébergés au Luxembourg qui étaient compromis, pour justement contacter ces personnes-là, pour leur dire attention, votre serveur n'est pas patché, il faudrait le patcher et vérifier s'il n'est pas compromis. Et ceux où on était sûr qu'ils étaient compromis, leur proposer de remettre le système en état, mais surtout de contenir, d'éradiquer la menace, et de voir ce que les attaquants avaient fait. Et c'est cette dernière partie, une fois on était sûr que le système était compromis, on a fait plusieurs prestations de réponse sur incident. Et donc, comme je vous le disais, le but, c'était vraiment, dans un premier temps, une fois que la menace était identifiée, c'était de la contenir, puis d'éradiquer cette menace, et enfin d'aider le client à retrouver un état initial. Et ce qui a pu passer par des restaurations de backup, et là, dans ce cas-là, on fait intervenir d'autres équipes, ou alors le rebuild du serveur Microsoft Exchange, pardon. Enfin, quels sont les différents impacts qu'on a pu rencontrer? Il y a eu des impacts d'intégrité, notamment avec Dirkrai. Alors Dirkrai, c'est un ransomware qui va chiffrer les fichiers du disque. Il a un nom similaire à WannaCry, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était une vulnérabilité de 2017 qui ciblait le protocole Samba sur Microsoft, et qui avait été aussi exploité, qui avait été déployé sur de nombreux systèmes Microsoft à travers le monde.
Dans ce cadre-là, ils ont repris une partie du code de WannaCry pour avoir un ransomware qui a fonctionné assez rapidement et qui chiffrait justement les données du serveur Exchange. Donc là, il y avait un problème d'intégrité des fichiers forcément et de disponibilité de la solution. Dans un second temps, on a également rencontré chez plusieurs clients des crypto-miners. Donc là, c'est un logiciel qui va miner de la crypto-monnaie sur le système et les clients se rendaient compte généralement du fait d'un problème de disponibilité sur leur serveur. Leur serveur était beaucoup plus lent puisque le crypto-miner consommait les ressources du système. Donc, on a eu plusieurs clients qui ont été impactés par ce type de vulnérabilité. Et en plus, il y avait de la persistance qui était mise sur le système, puisqu'il y avait un service qui avait été créé, et même au redémarrage du système, le crypto-miner était toujours présent. Enfin, le dernier impact, ça allait être la confidentialité des données, puisque cette vulnérabilité permettait d'atteindre le serveur Microsoft Exchange, qui contient effectivement les mails. Et ces mails, la plupart du temps, sont stockés en clair, puisque ne sont pas échangés de manière chiffrée via Outlook. Et donc, les attaquants pouvaient, via la vulnérabilité, télécharger l'intégralité des boîtes mail, récupérer les informations sensibles qui s'y tenaient et d'autres informations qui étaient présentes sur le système Microsoft Exchange, voire plus dans le cas où les attaquants avaient pu rebondir dans l'intégralité du système d'information du client. Maintenant, je vais vous laisser avec mon collègue Anthony Riccioni qui va vous présenter la partie Lesson Learned, ce qu'on a appris des différents incidents qu'on a pu rencontrer au cours de ces dernières années. Voilà, donc au cours de nos investigations, on a pu voir que dans la plupart des cas, 4 points critiques n'étaient pas posaient problème au niveau de l'investigation et surtout certains ont engendré même la compromission. Le premier point critique donc est le patching. Donc comme on l'a vu plus tôt, Microsoft a émis une communication contenant un patch le 2 mars 2021. Il y avait certes des compromissions datant de janvier voire septembre 2020, mais pour la plupart des cas, on était sur une compromission le 3 ou 4 mars. Donc, un patch immédiat aurait permis à la plupart des entités d'échapper à la compromission. Mais pour pouvoir patcher aussi rapidement, il est nécessaire d'avoir soit une capacité de veille pour prendre conscience rapidement de la nécessité de patching. Donc là, on va parler d'une ou deux personnes dédiées à cette veille, ou d'un prestataire qui va gérer les mises à jour pour vous. Le service étant disponible sur Internet, une fois que Microsoft avait publié la vulnérabilité, beaucoup d'attaquants se sont mis à la rechercher pour essayer de l'exploiter et beaucoup ont réussi avant même que des scripts soient rendus publics. L'autre possibilité, du coup, pour se protéger, est de couper le service en attendant de patcher. Dans le cas où on ne peut pas patcher immédiatement, couper le service, le rendre indisponible, fait qu'aucune attaque ne peut être possible. Un attaquant ne pourra pas cibler un service déconnecté. Certaines entités ne pouvant pas se permettre de couper le service ont décidé de mettre en place du monitoring en attendant de patcher. C'était une bonne chose, mais le risque était d'être compromis entre-temps et du coup de tomber dans les cas de réponse sur incident suite à compromission. D'ailleurs, petite anecdote par rapport au patching, on a eu un cas de compromission chez un client, donc on a fait l'investigation, on a pu donner les dates pour restaurer le système à l'aide de backup que le client avait. On a précisé qu'il fallait mettre à jour avant de repousser le service sur Internet, bien que ça paraissait évident. Le prestataire IT a bien restauré le serveur à la bonne date. Il a repoussé le service sur Internet, mais sans le mettre à jour. Le client a donc été compromis dans la nuit qui a suivi et nous a rappelé le lendemain pour relancer une investigation parce qu'il était à nouveau compromis. Aujourd'hui, malheureusement, encore de nombreuses entités ne sont pas patchées concernant cette vulnérabilité et du coup sont très probablement compromises. Le second point, c'est le monitoring. La vulnérabilité permet à un attaquant de faire plus ou moins tout ce qu'il souhaite sur le serveur. On a vu, comme dit précédemment, des cas de crypto-miners présents sur les machines, des cas de ransomware et d'autres softwares malicieux qui s'exécutaient suite à l'exploitation de la vulnérabilité.
Tous les malwares ont besoin de mécanismes de persistance pour pouvoir exécuter suite à un redémarrage du serveur ou à du nettoyage ou autre. Cette persistance, sous Windows, se fait via la création de services, la modification de registres ou la création de tâches automatiques, qu'on va appeler aussi tâches schedule task. Surveiller la création de telles entités permet de voir si un attaquant cherche à mettre en place de la persistance. De là, on détecte immédiatement la compromission et donc on réduit l'impact. On est toujours compromis, mais durant une moins longue période de temps. Donc, on réduit l'impact. Si on est dans le cas d'un ransomware qui va essayer de se propager, on va peut-être réduire le nombre de serveurs qui vont être impactés. Il est possible d'externaliser ces services de monitoring via un SOC, par exemple, qui va se charger des analyses et fournir les recommandations pour éradiquer la menace. Donc, même même éradiquer la menace au point de complètement nettoyer le serveur avec vous. Le troisième point critique, ça a été la rétention des logs. Dans tous les systèmes, donc que ce soit des firewalls, des systèmes Linux, Windows, la plupart des actions sont enregistrées. On va appeler ça des logs. Les logs permettent de retracer les actions qui ont été faites, donc par un attaquant notamment. Dans de nombreuses investigations, nous avons été confrontés à des problèmes de rétention. Par défaut, Microsoft stocke très peu de logs. Donc, si l'investigation a lieu 3 jours après la compromission, par exemple, et que le serveur ne stocke que 2 heures de log, on ne pourra pas voir du tout ce que l'attaquant a fait. On aura plus de 2 jours de flou, 2 jours de blanc, où on ne saura pas ce qui a été fait. De la même façon, par défaut, Windows n'enregistre pas toutes les actions qui ont été faites. Ceci engendrerait une trop grosse consommation du disque, et du coup, empêcherait même le système de tourner si le disque venait être complètement rempli. Il existe cependant sur Internet des best practices fournies par Microsoft qui vont lister les événements qu'il est judicieux d'enregistrer. Comme pour le monitoring, un SOC fournit généralement des services de rétention longue durée qui vont permettre de remonter facilement dans le temps, de centraliser les logs des divers systèmes. Donc, ceci va permettre, depuis un même point, de faire une analyse sur plein de systèmes différents. Et surtout, normalement, un SOC va vous donner aussi une liste des événements à enregistrer et la manière pour le configurer. Donc, tous ces points-là vont permettre de faciliter la réponse sur incident en cas de compromission. Le dernier point, donc, qui permet de sauver en cas de problème, c'est les backups. Une fois qu'une compromission est confirmée, la finalité, c'est souvent la restauration ou le rebuild complet du système qui a été compromis. Les attaquants ont pu effacer leurs traces, donc même dans le cas où on a une bonne rétention, il est possible qu'on ne voit pas tout. Cette restauration ne peut pas être faite sans sauvegarde. Il est donc recommandé de faire des sauvegardes fréquemment. Les best practices, dans ce cas-là, conseillent de les faire quotidiennement si c'est possible. Plus la fréquence est grande, moins on va perdre de données suite à la restauration, parce qu'on parle vraiment de revenir dans le temps pour notre système. Donc tout ce qui a été fait entre la date de restauration et le jour en question est perdu généralement. Il existe tout de même un problème avec les backups, c'est que si le serveur peut être sauvegardé, souvent les attaquants peuvent ordonner au système de backup d'effacer les sauvegardes qu'il contient. C'est un comportement qui est souvent réalisé en parallèle du déploiement d'un ransomware pour empêcher par exemple la victime de revenir à un état d'avant compromission, ce qui va les forcer à payer la rançon. La solution à ça, c'est ce qu'on va appeler les backups offline. Donc contrairement aux backups standards, qu'on va appeler online, les backups offline ne sont pas accessibles sur le réseau. C'est plus fastidieux à réaliser, car ça va nécessiter une intervention manuelle ou via un robot qui va être placé à côté du serveur qui contient les disques ou cassettes. Il s'agit donc de brancher un support de stockage, de préférence chiffré, de copier les sauvegardes dessus, puis de débrancher le support. N'étant pas connecté au réseau, le support de stockage ne peut pas être atteint par les attaquants et les backups sont en sécurité. Une petite anecdote aussi concernant les backups, on a eu un client qui avait ses backups stockés sur un serveur à part, donc toujours accessible sur le réseau, mais uniquement pour des flux de backup, rien d'autre. Les attaquants ont réussi à ordonner au système de backup de supprimer les sauvegardes, ce qu'on a vu avant. Le serveur donc n'avait plus aucune sauvegarde. Le client restait tout de même calme. Il nous expliquait que de toute façon, il a des copies offline chez son prestataire IT. Donc celles-ci sont en sécurité. On peut revenir à 3 jours auparavant. Une chance pour lui. Nous avons contacté le prestataire IT et d'une manière ou d'une autre, les attaquants ont réussi à supprimer les backups. Le serveur, bien que chez un prestataire IT, était toujours disponible sur le réseau du client. Le client n'avait donc absolument aucun backup offline au moment de l'incident.
De la même façon que pour les backups online, il est recommandé de faire les backups offline le plus fréquemment possible, parce que ça va permettre de réduire, encore une fois, l'impact en cas dans le cas où on doit restaurer. Donc voilà, ces 4 points sont les points principaux en cas de compromission. Si ces 4 points-là sont bien réalisés, généralement, l'impact d'une compromission va être amoindri. Pas nul, mais amoindri. Donc voilà, je vais laisser maintenant Joanie conclure cette présentation. Minutieuse. Le côté positif, c'est que ça laisse des opportunités de détection, donc pour ces attaques. Mais pour tirer parti de ces opportunités de détection, il faut avoir un plan de défense adéquat. Donc un plan de défense qu'on propose en 4 axes. Donc le premier, c'est de connaître ses assets. Le deuxième, c'est de limiter la surface d'attaque. Le troisième, c'est améliorer sa capacité de détection et finalement améliorer sa capacité de réaction à un incident de sécurité. Donc si on va un peu détailler ces différents points, donc le premier point, c'est vraiment connaître son infrastructure. Il y a eu de nombreux cas, en fait, on est intervenu chez des clients où le client, en fait, n'avait pas de vue claire sur son infrastructure, n'était pas capable de nous fournir, en fait, une liste à jour de ses assets. Il y a même des fois, en fait, où les informations étaient erronées. Et c'est typiquement pas quand on vit un incident de sécurité, c'est pas le moment, en fait, de faire cette activité. Tout ça, en fait, on doit le faire au préalable. Chez nos clients, en fait, on fait une phase d'incident response readiness où en fait on prend en compte entre autres cet élément et les différents points qu'on va voir par la suite. Chez certains clients, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait un manque de segmentation réseau. Le fait d'avoir une machine compromise suffisait aux attaquants après pour se déplacer sur le réseau de la victime pour pouvoir par exemple faciliter le déploiement d'un ransomware. On s'est aussi rendu compte que voilà, chez beaucoup de clients, il y avait un problème au niveau du hardening. Il y avait des machines qui n'étaient plus supportées. Au niveau de la sécurité Active Directory, c'est rare les fois en fait où on est arrivé en réponse à un incident, on a vu un Active Directory configuré correctement. Donc tout ça, encore une fois, c'est des éléments à prendre en compte en amont, en fait, avant la gestion d'incident, vraiment pour éviter et ralentir en fait les attaquants. Au niveau patch management, avec toutes les vulnérabilités qui sont rendues publiques chaque semaine, on peut plus se permettre d'attendre des semaines et des mois en fait pour patcher des vulnérabilités. Il faut vraiment que au niveau du patch management, être vraiment faire une veille en fait sur les vulnérabilités et patcher dès que possible. Niveau logging et monitoring, donc Anthony en parlait précédemment, honnêtement c'est rare les fois en fait on arrive chez des clients qu'on est appelé vraiment en mode pompier où on se dit voilà on a tous les éléments nécessaires pour répondre à un incident de sécurité. Généralement au niveau de la rétention des logs, la période est très très courte. Donc en fait des fois on a du mal en fait à reconstruire l'histoire complète parce que on manque d'éléments en fait pour répondre à ces questions. Donc tout ça encore une fois c'est des éléments qu'il faut prendre qu'il faut en fait préparer en amont en fait. Donc on revient encore à la phase de incident response readiness. Donc après une fois qu'on a le logging et le monitoring, bien sûr il faut l'alerting adéquat pour pouvoir être prévenu en cas d'incident. À toutes ces activités et pour faire face en fait au nouveau type d'attaque qu'on a actuellement, il faut avoir une veille importante en fait sur les techniques utilisées par les attaquants, se mettre à jour sur les exploits disponibles, etc. afin de pouvoir en fait améliorer ses capacités de défense. Il faut aussi effectuer du threat hunting en fait, l'activité de threat hunting qui consiste à faire une recherche proactive de traces de compromission sur son système d'information. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a quelques mois de cela, on avait un client qui avait mis à jour sa passerelle VPN SSL suite en fait à une vulnérabilité. Il avait attendu quelques mois en fait pour mettre à jour son système. Il n'avait pas fait cette recherche proactive d'indicateurs de compromission sur ce système, simplement appliquer le patch. Et quelques mois après, en fait, le client est en ransomware sur son infrastructure. Et donc, si le client en fait avait fait cette recherche proactive, il aurait pu voir que
il y a eu des traces de compromission et peut-être qu'il aurait pu probablement éviter ce ransomware. On a eu le cas encore dernièrement, donc on l'a évoqué pendant cette présentation, avec donc les vulnérabilités Exchange. Donc certains clients en fait ont mis à jour leur serveur. Pour certains, c'était assez rapidement. Pour d'autres, ils ont attendu quelques semaines, sans regarder en fait s'il y avait des traces de compromission. Donc typiquement des web shells présents sur leur serveur. Donc globalement, pour finir, je dirais qu'il faut espérer le meilleur, il faut rester positif, hein, mais il faut aussi se préparer au pire, en améliorant en fait votre capacité de réaction à des incidents. Il faut vraiment préparer en amont, se mettre en position de voilà, je peux avoir du jour au lendemain un incident de sécurité, ça n'arrive pas qu'aux autres, et il faut que je sois de manière à pouvoir répondre à l'incident de la meilleure des manières, quoi. Donc, on arrive à la fin de notre présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.